On va explorer ensemble ces mécanismes psychologiques très subtils qui, parfois, transforment nos relations en véritables champs de mines émotionnels. Et pour ça, on va plonger dans les idées fascinantes de Carl Jung. C'est une sensation vraiment déroutante, et pourtant tellement commune. On a l'impression d'étouffer dans un silence, d'être vidé sans qu'il y ait eu de violence. On se surprend à porter le poids d'une faute qu'on n'a même pas commise. Si cette impression est familière, c'est que les menaces psychologiques les plus profondes sont rarement celles qu'on voit venir. Et voilà, c'est là le point crucial. Le vrai danger, celui qui nous ronge de l'intérieur, il ne fait pas de bruit. Il s'infiltre avec des mots qui semblent doux, des gestes en apparence bienveillants, mais qui cachent en fait un poison psychique. Jung avait compris que ce mal venait moins d'une mauvaise intention que d'une profonde méconnaissance de soi. Alors, pour piger ces dynamiques, il faut se pencher sur deux concepts absolument fondamentaux de la psychologie jungienne. Ce sont vraiment les clés qui ouvrent les portes des coulisses de notre psyché, là où tout se joue, souvent sans qu'on se rende compte. L'ombre, en gros, c'est la cave de notre personnalité. C'est tout ce qu'on refuse de voir en nous. Attention, ce n'est pas forcément mauvais. C'est juste la partie de nous qu'on a mise de côté pour être accepté, pour être aimé. Le problème, c'est que ce qui est refoulé ne disparaît jamais. Et c'est là que ça devient dangereux pour notre entourage. Quand on refuse de regarder sa propre ombre en face, qu'est-ce qu'on fait? On la projette. On commence à voir et surtout à détester chez les autres ce qu'on ne supporte pas en soi. À ce moment-là, on ne voit plus la personne en face de nous. On ne voit qu'un miroir de nos propres démons. Le mécanisme est d'une simplicité redoutable. D'abord, on nie une partie de soi. Hop, on l'enterre. Ensuite, notre cerveau la repère chez quelqu'un d'autre. Et enfin, le coup de grâce, on attaque cette personne, on la rend responsable de ce qui, à l'origine, nous appartient. Bon, maintenant que la théorie est posée, voyons comment ça s'incarne dans la vraie vie. On va explorer 5 profils psychologiques que Jung a identifiés. Des profils qui, sans même s'en rendre compte, peuvent devenir émotionnellement destructeurs. Ce premier profil, il n'a rien de menaçant au premier abord. Pas du tout. Au contraire, il s'approche souvent comme une âme en peine, fragile, vulnérable, quelqu'un qui cherche juste un peu de réconfort. Et tout de suite, on se sent utile, on se sent important, on se sent comme un sauveur. Ce qui est redoutable ici, c'est la subtilité. Cette personne ne crie pas, elle instille le doute, la culpabilité. Si on ose poser une limite, on est puni. Puni par un silence lourd, pesant, qui nous fait sentir minables, égoïstes. On se retrouve à porter des émotions qui ne sont pas les nôtres, à marcher sur des œufs en permanence. Et à la fin, on est juste complètement vidé. Ah, le maître des apparences. La persona, chez Jung, c'est le masque social qu'on porte tous. Mais pour ce profil, le masque a fusionné avec le visage. La personne a littéralement oublié qui elle était derrière le rôle qu'elle s'est construite. Être en relation avec quelqu'un comme ça, c'est sentir une absence de vérité. Tout est lisse, tout est parfait, mais toute tentative de connexion authentique, un peu bordélique, est immédiatement repoussée. Du coup, on se sent obligé de mettre notre propre masque. L'atmosphère devient stérile, vide. C'est comme jouer dans une pièce de théâtre où tout le monde connaît son texte, mais personne ne ressent rien. Celui-ci, c'est une véritable bombe à retardement émotionnel. En surface, c'est quelqu'un de calme, de très maîtrisé, qui va même critiquer les autres pour leur démonstration d'émotion. Et Jung nous prévient, plus une personne refoule son ombre, plus sa manifestation sera volcanique. Une petite remarque innocente, une blague qui tombe à plat, et tout à coup, la personne calme explose dans une rage complètement disproportionnée qui semble venir de nulle part. On ne sait jamais ce qui va déclencher la détonation, et ça crée une tension permanente. On passe à un profil encore plus insidieux. Lui, il n'utilise pas la colère comme arme. Non, il utilise la vertu. Il se place en guide, en autorité morale, mais il se sert des règles et du bien pour contrôler et pour juger. Ce profil est un maître dans l'art de la manipulation par la honte. Ses critiques sont toujours déguisées en conseils bienveillants. C'est pour ton bien qu'il dit. Résultat, on se sent constamment en faute, inadéquat, comme si on n'était jamais à la hauteur. Jung disait que quand la morale est utilisée pour étouffer la vie, elle devient une prison pour l'âme. C'est exactement ça. Et pour finir, le dernier profil, celui qui ne veut pas notre présence, mais notre énergie. Il la draine, pas par la force, mais par une victimisation permanente, et des demandes subtiles, mais absolument infinies. C'est une forme de vampirisme émotionnel. La personne a un vide intérieur si grand qu'il ne peut jamais être comblé. Alors elle absorbe notre temps, notre écoute, notre vitalité, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. On se sent coupable de vouloir un moment pour soi, et l'épuisement qu'on ressent est profond, c'est presque existentiel. Après avoir passé en revue ces profils, c'est très tentant de se dire « Ah oui, ça c'est mon collègue, ça c'est mon ex ». Mais la partie la plus difficile et en même temps la plus libératrice du travail de Jung, c'est de retourner le miroir vers soi.
Parce que, soyons honnêtes, personne n'est à l'abri. On a tous une part d'ombre, on a tous déjà projeté quelque chose sur quelqu'un. À un moment ou un autre, on a tous été pour quelqu'un d'autre une de ces personnes dangereuses. La vraie différence, disait Jung, entre ceux qui détruisent et ceux qui se libèrent, c'est précisément ce courage-là. Reconnaître ses parts en soi, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est le tout premier acte pour reprendre le contrôle de sa propre vie intérieure. D'accord, savoir tout ça c'est une chose, mais concrètement on fait quoi avec cette conscience? Passons maintenant à un plan d'action pour se protéger et pour reconquérir la souveraineté sur son propre espace psychique. D'abord, la première étape, c'est de nommer ce qui se passe. Mettre des mots sur ce malaise, c'est déjà le début de la liberté. Deuxièmement, créer une frontière mentale. Se répéter comme un mantra, ce qui est à lui reste à lui, ce qui est à moi reste à moi. Troisièmement, se reconnecter à son corps. L'anxiété, la boule au ventre, ce sont des signaux d'alarme, ils essaient de nous dire quelque chose. Et enfin, quatrièmement, essayer d'agir différemment, juste une fois. Dire non sans se justifier pendant 10 minutes, et observer ce qui se passe. Et ça nous amène à la question finale. Une fois qu'on cesse d'être le réceptacle des projections des autres, de leurs drames, de leurs ombres, un nouvel espace s'ouvre. Un espace pour découvrir qui on est vraiment, pour soi-même. La libération ne viendra de personne, elle commence là, maintenant, à l'intérieur.